Ça y est, désolé pour le petit problème technique. Ça fonctionne correctement. C'est toujours comme ça. Donc oui, bonjour à tous, on est bon, on peut démarrer. Et ça a permis aux derniers retardataires d'arriver. Et donc, je refais ma... Désolé pour le... On ne s'est pas coordonné ce matin avec Sébastien, il n'y a pas de volonté, on n'a pas de partenariat avec Saint-James. C'est juste que deux chauves en marinière ce matin. Désolé pour ça. Hop, je vous partage la présentation. Donc voilà, merci à tous. L'idée ce matin, ça va être de parler, donc déjà de se présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. En préambule, déjà, on est ravis et on le remercie chaleureusement d'accueillir Thomas, Thomas Bidet, qui est CPO chez TF1, qui va venir nous partager son expérience sur le marché de l'UX et comment il a intégré à la fois des méthodologies, méthodologies dans le produit et surtout des méthodologies dans l'univers de l'UX. Je suis accompagné de Sébastien. Bonjour à tous. Donc, qui est associé chez Testapic et qui s'occupe de toutes les opérations. Et moi, Nicolas Guiraud, qui est CEO aussi, un des cofondateurs de la société. Aujourd'hui, avant de démarrer, on voulait souhaiter un joyeux anniversaire à notre Wilfried national aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire Wilfried. Et on peut démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire ce matin? L'idée, c'est de parler un petit peu et de faire un récapitulatif de notre année 2020, de ce qui s'est passé, qui était une très, très bonne année, d'un point de vue activité, d'un point de vue produit et d'un point de vue perspective et enrichissement de la plateforme. Vous parlez de 2021 avec tout ce qu'on a prévu dans la besace en termes d'évolution et les principaux chantiers qu'on a prévus et qu'on est en train d'attaquer sur l'année. Faire un petit focus sur le baromètre. L'année dernière, on vous avait fait une présentation du baromètre UX. Et donc là, l'idée, c'est de vous présenter des indicateurs qu'on estime être importants sur le marché de l'UX et particulièrement de l'UX Research. C'est dans cette partie-là que Thomas a la gentillesse de nous accorder quelques minutes pour nous partager son expérience. Et on aura quelques minutes un peu ludiques à la fin avec un petit medley de nos meilleurs cut testeurs et des awards avec les choses les plus intéressantes côté client. Et puis, s'il nous reste quelques minutes à la fin, on pourra avec plaisir répondre à vos questions. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau, si on peut, si on arrive à les voir à la volée, s'il n'y en a pas trop. Mettez vos questions dans le chat, s'il y en a au fur et à mesure, on essaiera de les aborder. Alors, Sébastien, je te laisse la parole. Alors, un petit mot déjà sur 2020, pour vous faire un peu le bilan de l'année. Ça a été, comme l'a dit Nicolas, une année assez importante pour l'activité de Testapic. Alors forcément, les conditions sanitaires ont été probablement un accélérateur aussi de l'activité sur tout ce qui est remote. Donc forcément, Testapic a été un des outils largement utilisés durant cette année 2020. Donc pour vous donner quelques chiffres sur notre activité, on a lancé plus de 2000 tests l'année dernière. C'est assez énorme, c'est plus de 50% de l'actif, plus de 50% de l'activité versus 2019. On est ravis de ça. On a une plateforme qui est assez robuste, qui tient le choc. Donc on est ravis de ça. L'équipe IT œuvre pour vous fournir un outil qui soit le plus fiable et stable possible dans le temps. On a un peu plus de 80% de nos tests qui aujourd'hui sont sur deux principaux verticaux de l'activité, du quali et du quanti, sur la partie questionnaire et la partie vidéo. On a quand même une grosse partie de nos sondages aujourd'hui qui sont de plus en plus utilisés sur la recherche exploratoire. On verra ça tout à l'heure. Quelques chiffres aussi sur notre activité, on va dire, clientèle. Le changement de modèle économique vers un modèle en licence est aujourd'hui vraiment bien ancré. On a un peu plus de 100 clients aujourd'hui qui sont rentrés sur 2020. Et donc, c'est un gros changement par rapport aussi à 2019. Le shift se fait progressivement, on en est ravis. Et pour autant, on a quand même encore
une grande partie de notre activité qui se fait en mode délégué, donc avec des études que l'on administre en interne avec notre équipe d'UX Researcher passionnés qui analyse, qui conçoit les tests pour vous et vous fait des comptes rendus opérationnels. Donc, on est ravis aussi de maintenir ce niveau d'accompagnement avec nos clients. Et puis, 2020, ça a été aussi l'année de nouveaux types de tests. Alors, on est toujours, bien entendu, sur des tests non modérés principalement avec donc, les vidéos, les questionnaires et les sondages que vous connaissez de façon assez simple aujourd'hui. Et puis, en même temps, d'autres types de tests qui sont vraiment de plus en plus démocratisés, la partie Tricart notamment, pour évaluer les menus de navigation, l'architecture de l'information sur les différents sites. Ça a été un des grands chantiers qu'on a mis en place sur 2020 et qu'on souhaite pérenniser sur 2021 avec de plus en plus de tests en place sur cette dynamique. Et puis forcément aussi l'arrivée des tests modérés qui a été un grand changement aussi dans notre activité avec le déploiement des tests avec des entretiens en one-to-one et puis des focus group. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais forcément, ça a été aussi un des leviers sur lesquels on a souhaité adapter notre offre de service à ce qui se passait actuellement et vous proposer un éventail encore plus grand de types de tests possibles. Donc ça, c'était la partie, on va dire, activité opérationnelle. En termes d'activité plus cachée, entre guillemets, côté équipe et les développements qui ont été faits, vous avez vu, notre plateforme a beaucoup évolué. Il y a eu une nouvelle UI qui a été mise en place. On a retravaillé un certain nombre de points pour toujours être en phase au mieux avec vos attentes. Et donc, notamment sur la partie export des données, avec des données enrichies aujourd'hui qui vous permettent de retraiter de la data plus facilement si vous souhaitez même en dehors de la plateforme. Certains l'ont déjà vu depuis quelques semaines maintenant, mais la partie ciblage aussi va vous être ouverte progressivement avec donc tout le ciblage automatique qui sera disponible de plus en plus sur la plateforme au fil de l'eau pour tout le monde. Et pour ceux qui sont suffisamment autonomes et qui souhaitent lancer leurs tests de façon totalement autonome sur la plateforme. Dans les grands enjeux aussi, bien sûr, la partie R&D qui est au cœur de notre activité. Donc, on met en place de plus en plus d'outils automatisés basés sur de l'IA. Le premier qu'on a mis en place sur 2020, c'est l'identification automatique des valences des verbatims utilisateurs. Donc, savoir si la valence a une tonalité plus ou moins positive ou au contraire plus ou moins négative. Vous permettre de les classer plus facilement pour gagner en vélocité sur l'analyse de ces données qualitatives. Et puis, il va y avoir aussi pas mal de choses qui vont arriver sur 2021. On va en parler tout à l'heure, mais il y a encore plus de choses qui vont se baser sur cette première brique d'intelligence artificielle qui a été mise en place sur Testapic. Le medley vidéo aussi, bien sûr, la possibilité que vous avez de pouvoir créer à la volée un certain nombre de medley pour trouver le best-of, pour identifier les best-of de vos sites et pouvoir communiquer facilement en interne. L'intégration de tests automatisés, notamment la TrackDiff, et puis on va voir, il y en a de nouveaux qui vont arriver sur 2021 de plus en plus pour automatiser au maximum l'analyse et pouvoir vous donner des métriques qui soient mesurables dans le temps et qui soient comparables dans le temps. Et puis bien sûr, cette base de connaissances, notre volonté aujourd'hui, c'est de faire monter tous nos clients et nos partenaires en compétences sur les méthodes de test utilisateur distant. Et donc, on souhaite enrichir aussi cette base de connaissances pour vous donner toujours plus d'informations et avoir des tests qui soient de plus en plus performants. Bien sûr, le deuxième volet de notre asset, c'est forcément cette communauté d'utilisateurs qui est en évolution constante. Pour vous donner quelques chiffres sur cette communauté, elle a grossi de plus de 50%. Enfin, on a une croissance qui est prévue de plus de 50% alors, versus 2020 ou même 2019, mais on est toujours en train de faire croître cette communauté. Alors, principalement sur les années précédentes, sur la communauté francophone. Les objectifs sur 2021 sont bien sûr tournés vers l'international, avec un déploiement de l'activité sur la plupart des pays limitrophes. On administre déjà de façon assez simple aujourd'hui avec des partenariats qu'on souhaite renforcer, qu'on souhaite activer de plus en plus dans un premier temps, et ensuite de nous rendre complètement autonomes avec la duplication des panels français, mais sur des pays étrangers, pour que vous puissiez aussi lancer vos tests avec toute cette dynamique. Et puis, bien entendu, un accompagnement de plus en plus renforcé qu'on a mis en place au fil de l'eau. Alors déjà en interne, forcément, dans notre management et notre manière d'accompagner les équipes, mais aussi avec tous nos clients pour pouvoir s'adapter aux nouvelles problématiques. Et vous l'avez vu, les UX Researchers, les CSM sont de plus en plus en train de vous accompagner sur des nouvelles thématiques avec des rôles de conseil qui vont se renforcer aussi dans l'année 2021. Et on va voir au fur et à mesure un certain nombre de choses qui vont se mettre en place. Si on fait un focus sur ce qu'on a prévu sur 2021, il y a trois piliers principaux sur lesquels on s'est donné des objectifs.
Le premier pilier, c'est le produit. On est toujours dans une logique d'enrichissement de la plateforme. Alors bien entendu de fiabilisation, ça va de soi, de performance, mais également d'enrichissement fonctionnel de la plateforme. Une brique importante sur le traitement automatique de la data. On va vous présenter ensuite comment concrètement ça se matérialise dans la plateforme TestApic. On a une conviction forte, c'est que aujourd'hui la valeur ajoutée de l'UX, elle est sur l'émission des recommandations. Et tout notre travail s'articule autour du fait du gain de temps pour les UX dans la réalisation de leurs études. Et donc, on réfléchit beaucoup à pouvoir améliorer la plateforme pour pouvoir gagner du temps et gagner en finesse d'analyse. Ça, c'est les premiers points et c'est l'objectif principal qu'on a sur le produit. Deuxième pilier principal, c'est le panel parce que c'est la clé de voûte du service aussi. Et donc, ça passe par des sujets comme la croissance du panel. Alors, le panel aujourd'hui, déjà, Sébastien en a parlé, on a une croissance forte sur le panel. L'idée, c'est d'avoir toujours une part de panélistes actifs de plus en plus forte. Et en termes de qualité, c'est un sujet qui est important pour nous. La qualité, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, bien entendu, des tests correctement réalisés. Ça veut dire être en capacité de fournir les profils que vous nous demandez avec un niveau de certitude élevé. Et la dernière grosse brique, c'est la dimension internationale. Pour plusieurs raisons, parce que nos clients aujourd'hui qui ont une activité France et en même temps une activité internationale nous sollicitent de plus en plus pour avoir pour être en capacité de répondre à ces problématiques. Et puis aussi dans une logique de croissance de la société pour pouvoir aller attaquer de nouveaux marchés. Parce qu'on sent qu'il y a un véritable besoin, une véritable attente sur ces sujets-là à l'étranger, notamment en tout cas dans un premier temps pour nous sur les pays européens. Et la dernière brique, c'est l'accompagnement. Alors on s'appuie déjà aujourd'hui sur un pool d'experts dont on est très content sur la partie CSM en termes d'accompagnement, de qualité, de suivi. L'idée, c'est comment réfléchir pour permettre à nos clients de monter en compétence sur nos méthodologies, de leur permettre de gagner du temps dans l'analyse, pour leur permettre de gagner du temps dans la structuration des protocoles, pouvoir apporter de nouvelles typologies et structures de tests pour enrichir les tests utilisateurs et améliorer les retours. Ça, c'est les trois piliers qu'on a prévus ensemble sur 2021. Si on fait un petit focus sur le produit, il y a trois thématiques principales. C'est affiner l'analyse, gagner du temps et enrichir l'offre. Affiner l'analyse pour nous, ça se matérialise par trois choses principales. C'est proposer un tableau de bord d'analyse. Et donc, ça va être intégré. Alors, toutes les briques ne seront pas implémentées pour 2021. On va en implémenter quelques-unes au cours de l'année. L'idée, c'est de pouvoir justement, à partir du moment où la donnée est collectée, être en capacité de la filtrer, de la traiter, de la croiser sur des critères de ciblage, sur des critères d'usage, en fonction de la scénarisation des parcours, pour pouvoir se construire en fait une analyse basée sur ce tableau de bord. Donc ça, c'est une autre manière et une évolution assez forte dans la manière dont on va construire nos études et qui va surtout nous permettre d'avoir des études qui sont beaucoup plus riches en termes et mieux construites en termes de retour. Élément important sur affiner l'analyse également, on parle de filtres, c'est aussi la possibilité de fusionner la graphique, fusionner les tests pour pouvoir avoir des visions agrégées et de la même manière, du coup, avoir une vue et une analyse beaucoup plus précise côté client. Deuxième grande thématique pour nous, c'est la partie gain de temps. Et nos clients le savent, on le sait en interne, faire des tests utilisateurs, il n'y a pas de magie, hein, il y a du temps aujourd'hui, il y a du temps pour le lancement, il y a du temps pour le traitement. Notre objectif, c'est comment arriver j'en parlais en préambule, comment arriver à gagner davantage de temps dans le traitement de la donnée. Et donc, ça passe par plusieurs étapes. C'est le déploiement du ciblage automatique qui est en train de se faire actuellement. On est en train de déployer le ciblage automatique sur tous nos clients. Donc, ça y est, vous êtes complètement autonome aujourd'hui pour pouvoir opérer vos tests utilisateurs. Et c'est une grosse étape de notre côté. C'était une grosse brique technique
à développer. Donc, merci à toutes les équipes techniques sur cette partie-là parce que c'était un gros morceau. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, je pense que les équipes CSM commencent à vous en parler progressivement. Vous pouvez commencer à lancer vos tests à 100% en autonomie. Deuxième partie importante, c'est l'intégration des premières briques d'IA dans la plateforme. Et on a une conviction forte sur ces fonctionnalités et on est ravis parce qu'on le verra ensuite dans le baromètre. On voit que c'est aussi une vision partagée avec les différents UX. C'est comment on va pouvoir proposer dans un premier temps des cuts automatiques. Donc, le traitement de la donnée avec de la transcription textuelle améliorée et ensuite tous les outils de traitement du langage, d'analyse sémantique qui permettent de construire des cuts automatiques dans la plateforme. L'objectif final de cette brique IA, c'est de pouvoir, on l'espère en tout cas sur quelques clients pilotes d'ici la fin d'année, c'est commencer à proposer des solutions de constats automatisés. Donc de A à Z, donc c'est traitement de toute la donnée et création des constats de manière automatique directement dans la plateforme à la fin de l'année. Et ensuite, la dernière brique, c'est enrichir l'offre testing. Donc, on a répondu à un besoin. Alors, le contexte Covid nous a aussi beaucoup impacté en ce sens que ça nous a obligé d'accélérer certains développements produits. Donc, on a développé une première brique de tests modérés qui n'était pas à proprement parler implémenté dans la plateforme comme un test traditionnel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a prévu sur l'année 2021 pour que vous puissiez faire du test modéré aujourd'hui comme vous faites un questionnaire, comme vous faites une vidéo avec la même facilité, la même rapidité surtout. Une brique d'audit préliminaire, on vous en parlera de manière un peu plus détaillée ensuite, et surtout la partie recorder, notamment, c'est des problématiques qu'on a beaucoup sur le B2B pour pouvoir être en capacité de répondre à toutes les problématiques et aux contraintes de sécurité que nous demandent nos clients sur cette partie-là. On va parler un petit peu de quelques évolutions de produits qui vont arriver au fur et à mesure. Alors, on l'avait déjà présenté lors de notre dernier webinaire, donc je vais passer assez vite sur ce premier sujet, mais on a déjà mis en place en 2020 le questionnaire de type Attractif que pas mal d'entre vous ont déjà utilisé sur leurs tests quantitatifs, notamment pour obtenir des métriques fiable et reproductible dans le temps. On a fait un gros travail de recherche. Donc, je voudrais encore féliciter Yohan pour tout l'investissement qu'il a eu sur ce projet. C'est un gros enjeu pour nous sur ce développement de nouveaux sets de qualificatifs qu'on va mettre à votre disposition, que vous avez déjà en fait pour certains à votre disposition aujourd'hui, mais qu'on a vraiment enrichi et amélioré. Donc, vous aurez une dizaine de dimensions sur des questions standardisées que vous pourrez implémenter directement sur la plateforme pour toujours mieux mesurer un certain nombre de métriques et de KPI UX dans le temps. On va reprendre, on va avoir la structure. On vous parlait de tableau de bord également. Ça va impliquer aussi une nouvelle arborescence sur la plateforme. Avec, on avait eu quelques retours sur la structure test et résultats qui n'étaient pas forcément comprises de tous. Donc, on va changer ces structures-là pour avoir quelque chose qui est plus facile à appréhender et à utiliser. Donc, ça, c'est une nouvelle évolution là, qui va arriver prochainement sur la structure de Léo. Le menu de navigation que vous connaissez à gauche va passer en phase horizontale. Vous le voyez ici, puis en effet, il y a un gros changement de structure ensuite. Et puis, Nicolas en parlait tout à l'heure, l'intégration des tests modérés en natif sur la plateforme. Alors, on n'est pas encore complètement industrialisé la démarche, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place. Vous aurez la possibilité de pouvoir choisir vos tests modérés comme un type de test non modéré aujourd'hui disponible et lancer automatiquement le recrutement en fonction des différents outils de visio qui existent aujourd'hui sur le marché. Pour l'instant, c'est la dynamique qu'on souhaite prendre pour faciliter l'intégration de ces tests sur des logiciels comme Zoom, Skype ou Meet ou Teams. L'idée étant ensuite de pouvoir simplement déployer ces tests auprès de notre communauté volontaire aujourd'hui. On a un peu plus de 5000 personnes aujourd'hui qui souhaitent s'impliquer dans ce type de démarche. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va renforcer sur courant 2021. Autre sujet, et Nicolas en parlait un petit peu tout à l'heure en préambule, la possibilité sur la plateforme de pouvoir analyser des tests par
typologie de device ou par typologie de persona, d'utilisateur cible. Mais maintenant, la possibilité de pouvoir aussi fusionner et prendre de la hauteur par rapport à ces données segmentées pour pouvoir agréger de la data et obtenir des données consolidées en fait de façon plus simple. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire ce type de consolidation en exportant de la donnée. Là, vous allez pouvoir le faire directement sur la plateforme, pouvoir poser des filtres que vous souhaitez aussi, pour obtenir de la donnée encore plus enrichie. Une petite capture sur la présentation des cuts auto. On laissera toujours, bien entendu, la possibilité aux UX de pouvoir traiter manuellement la donnée s'ils le souhaitent. L'idée, ça va être de proposer une vue supplémentaire avec les cuts proposés par l'IA directement dans le player. Et donc, on retrouvera ici les différents cuts que l'IA aura remontés. Et ça vous permettra également, si vous avez une approche manuelle de l'analyse de la vidéo, de pouvoir confronter les deux et de vous laisser toute latitude pour prendre ce qu'il y a en IA et prendre ce que vous avez potentiellement cuté de manière manuelle. Et Sébastien, pour répondre à ta question sur le chat, oui, il y aura des formations qui seront proposées pour surtout vous expliquer d'où vient cette IA, comment elle a été construite, quel a été le travail qui a été fait côté R&D sur Testapic. On a la chance d'avoir une énorme base de données depuis qu'on existe, qui nous permet justement de pouvoir travailler sur l'amélioration de la qualité de cette IA et des modèles qui sont derrière. Donc, on est assez enthousiaste à l'idée de ce qu'on va produire. Les premiers résultats sont hyper prometteurs, donc on a hâte de vous mettre ça à disposition et on vous expliquera tout ça quand ce sera complètement intégré en production chez nous. À la différence l'idée, ça va être d'être très transparent sur la manière dont c'est fait et surtout de définir des scores. Donc, vous allez avoir des indicateurs de niveau de confiance de l'IA par rapport à la vidéo et au code qui vous est proposé. Rapidement, sur la partie plot de données, on a beaucoup de clients qui nous disent on voudrait pouvoir uploader toutes les vidéos de nos différents tests utilisateurs. Et donc, on a une fonctionnalité qui va arriver qui va permettre du coup de pouvoir uploader la totalité des différentes vidéos, que ce soit en présentiel ou sur d'autres types de tests, pour avoir une vision centralisée de toute la partie UX Research sur la plateforme. Sur la partie panel, vas-y Sébastien. Un autre point, c'est forcément un des enjeux sur lesquels on souhaite accélérer aujourd'hui sur 2021. La communauté française aujourd'hui a une certaine assise, mais on souhaite la déployer sur d'autres types de pays, de zones géographiques. Donc le premier point, c'est déjà de pouvoir faire croître cette communauté sur différentes cibles ou différentes zones géographiques, comme je disais jusqu'à présent. Ajouter des nouveaux critères aussi, enrichir notre capacité à pouvoir cibler des utilisateurs sur des critères de plus en plus fins, clairement. Et puis, améliorer aussi notre capacité à pouvoir vous répondre de façon plus fine sur notre capacité à pouvoir répondre sur certains de ces critères, qui aujourd'hui sont des critères pour certains assez rares. Donc, de pouvoir intégrer notamment la question du calcul du taux d'incidence automatisé et puis de la périssabilité de certains critères. Et on souhaite aussi continuer à travailler sur la qualité des profils qu'on vous propose. Vous voyez aujourd'hui que tous nos utilisateurs, on va dire 99% de nos utilisateurs jouent vraiment le jeu lorsqu'ils font les tests, ils sont très impliqués dans la démarche et engagés. On le constate d'ailleurs de plus en plus, même sur la partie modérée, où on a un taux de présence hyper important et largement au-dessus des standards du marché sur ce type de méthode. Et donc, on est ravis de pouvoir vous proposer des profils de plus en plus quali et on va même continuer à valider ces profils sur des critères un peu plus fins encore pour nous assurer que vraiment les personnes correspondent à vos demandes. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, l'idée, c'est dans un premier temps de nous appuyer sur des partenaires internationaux, mais surtout de déployer notre capacité à être autonome sur pas mal de marchés cibles qu'on a aujourd'hui. Alors, on a cité quelques-uns des pays ici, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique. Pourquoi? Tout simplement, c'est que ce sont des pays qu'on nous demande la plupart du temps pour pouvoir déployer les tests de façon complètement autonome avec Testapic. Bien sûr, on a aussi des velléités d'aller sur d'autres continents, donc c'est des choses qu'on va continuer à accélérer. Si on fait un petit focus sur la partie accompagnement, il y a 3 enjeux également importants pour nous sur la partie accompagnement. Donc, c'est développer l'expertise, donc c'est généraliser les ateliers thématiques, c'est quelque chose qui a été très demandé par nos clients et donc on va vraiment passer beaucoup de temps à faire ça. Accompagnement renforcé sur les roadmaps de test, il y a beaucoup d'attentes sur cette partie-là également. Nos clients sont très en demande en fonction du cycle de vie des projets, de dire à quel moment ça a plus de sens
et la typologie des tests qui sont les plus adéquats. L'enrichissement des différentes typologies de tests également, et c'est expliquer quel test à quel moment et avec quel échantillon. Le partage des bonnes pratiques. Donc l'idée, ça va être de partager et organiser des journées d'études pour se partager les bonnes pratiques, alors soit par secteur d'activité, c'est Pauline qui décidera le mode opératoire, soit peut-être plus large pour pouvoir justement aller chercher des bonnes pratiques sur d'autres secteurs d'activité. Développer les webinars parce qu'il y a un besoin de récupérer de l'info sur la plateforme, et de la même manière dans ce partage de connaissances, c'est faire intervenir les clients sur la manière dont ils utilisent l'outil. Développer des nouveaux canaux de communication parce qu'on sent qu'il y a une vraie attente au-delà de la newsletter, etc., pour pouvoir aller chercher du contenu. Et la dernière brique, c'est la partie base de connaissances. Donc, c'est la création d'un service support dédié, d'un pôle formation qui va être porté par Maya chez nous. On est ravis de ça. Enrichissement de la base de connaissances qui va être un élément principal donc, de son travail, et le partage de baromètres sectoriels où il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui pour avoir un peu, et c'est quelque chose qu'on ressent, avoir un petit peu la température de ce qui se passe dans son secteur d'activité. Donc voilà les principaux éléments qu'on a prévus sur la partie accompagnement pour cette année. Alors, juste avant de passer sur le baromètre, une question de David qui nous parle du taux d'incidence et de la périssabilité. Le taux d'incidence, c'est en fait, le ratio entre le nombre d'utilisateurs disponibles pour faire le test et l'ensemble d'une population. Donc, c'est la capacité à pouvoir trouver certains utilisateurs sur un marché de niche. Est-ce qu'il y a uniquement 1% de la population qui correspond au public cible? Dans ce cas-là, on sait qu'a priori, statistiquement, si on va solliciter une centaine d'utilisateurs pour aller chercher un public cible, on n'aura qu'une personne qui pourra correspondre à cette typologie-là. Donc, bien sûr, quand on va l'étendre sur une communauté plus grande, on aura bien sûr une capacité à pouvoir obtenir un échantillon assez important. Et puis, la périssabilité de certains critères, c'est notamment le fait que certains critères ne perdurent pas dans le temps. Typiquement, est-ce que je suis intentionniste pour acheter tel ou tel produit, ou est-ce que j'ai fait, j'en sais rien, telle ou telle action, des travaux, par exemple, chez moi dans les 6 derniers mois. Bien entendu, ce critère a une durée limitée de vie dans le temps, et donc il nécessite d'être rafraîchi à une fréquence assez importante pour pouvoir justement toujours obtenir des données qui soient fiables et qui soient fraîches. Voilà pour te répondre, David. Maintenant, on va passer sur une nouvelle partie de la présentation. On va vous faire un mini teaser, on va dire, sur le baromètre qu'on a mis en place sur l'UX et l'UX Research dans les entreprises. Avant toute chose, je voulais remercier Pauline pour le travail qu'elle a fait sur ce baromètre. C'est elle qui avait conduit la première édition l'année dernière et qui remet le couvert cette année pour cette deuxième version. Donc, bravo pour le travail qui a été fait. L'idée, c'est déjà, comme je le disais juste en préambule, de vous donner quelques informations. On vous fera probablement un webinar dédié à ce baromètre, et puis vous pourrez le télécharger sur notre site aussi dans les prochaines semaines. L'objectif, c'est bien sûr de comprendre les principaux usages et les attentes des professionnels. Certains d'entre vous y ont peut-être aussi répondu, ont peut-être participé. On a 158 professionnels du digital aujourd'hui qui ont participé à cette expérience et à cette nouvelle édition du baromètre. Donc, merci pour ceux qui ont participé, avec grand plaisir. Et puis, ceux qui ne l'ont pas fait cette année, vous aurez l'occasion d'y participer l'année prochaine. L'objectif, bien sûr, c'est d'interroger les pros pour connaître quelle est la place de l'UX aujourd'hui au sein des différentes entreprises et organisations. Et puis, surtout, d'en savoir un petit peu plus aussi sur les enjeux et les priorités de l'UX Research, essayer d'être un petit peu un cran en avance sur les nouvelles tendances qui vont arriver sur l'année suivante. Et puis, forcément, on n'a pas pu y couper, bien entendu, c'était de comprendre quel a été l'impact du Covid sur la place de l'UX dans les organisations. Alors déjà, quelques infos sur le profil des répondants. On a bien sûr une grande partie de la population des personnes qui ont répondu qui sont forcément UX designers ou UX researchers. Vous voyez que c'est une grande partie aujourd'hui des répondants et des participants à ce barème. Mais on voit aussi qu'il y a une grosse population de product managers ou de product owners qui s'impliquent de plus en plus sur ces thématiques. D'ailleurs, on le voit aussi au travers de l'usage des utilisateurs sur notre plateforme. C'est une population qui est de plus en plus impliquée sur les projets du UX. Donc, on est ravis de cette évangélisation et de ce déploiement en fait de l'UX au sein des organisations. Avec des personnes qui travaillent pour la plupart dans des grandes organisations. On voit qu'on a quasiment la moitié des répondants aujourd'hui qui travaillent dans des grandes structures. C'est aussi lié forcément à la typologie de nos clients et des usages aujourd'hui. On comprend qu'une équipe qui se structure progressivement se fait quand l'organisation atteint une certaine taille. Mais pour autant, on a quand même 15% des répondants aujourd'hui qui sont dans des PME, entre 10 et 49 collaborateurs. Donc, on est ravis de ça aussi. On voit que c'est un facteur d'accélération aussi pour les petites structures.
avec des secteurs d'activité qui sont relativement éclatés, avec on va dire trois grandes familles aujourd'hui. Bien sûr, la partie banque et assurance, la partie IT, informatique, télécom, avec une grande partie aussi de nos usages qui se fait dans le secteur des telcos. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, forcément, le e-commerce et toute la distrib. Globalement, des secteurs d'activité qui sont très représentés de façon éclatée. Si on regarde maintenant un petit peu comment, en fait, on se posait la question de voir comment l'UX Research fait partie de la stratégie de développement de l'entreprise. C'est une stat qu'on est ravi de montrer parce qu'on voit qu'il y a une augmentation nette aujourd'hui de cette part-là. Pour près de 63% des sondés, ils nous disent que oui, en effet, il y a un impact dans la stratégie de développement et que l'UX Research fait partie de la stratégie de développement. Donc, ça montre que l'UX Research remonte aujourd'hui au board et au COMEX des entreprises. Donc, c'est une vraie satisfaction. Il y a un vrai travail d'évangélisation. Et puis, Testapic existe maintenant depuis 10 ans. C'est notre 10e année cette année. Et on voit le travail et l'évolution du discours et de l'évangélisation qui était nécessaire au début à la création versus aujourd'hui où il y a une véritable prise de conscience et de connaissance de ces méthodes-là. Il reste encore quelques petits freins aujourd'hui qui sont des freins au changement, qui sont de la méconnaissance souvent. Il y a une confusion entre l'UX Research et la satisfaction client. On voit qu'on nous demande des fois des indicateurs comme le NPS, des choses de ce type-là qui font pas partie de nos métiers. Il y a un manque de connaissances sur à la fois le rôle et aussi le bénéfice que peut apporter l'UX. On nous demande très très souvent aujourd'hui quel est le ROI sur la plateforme. C'est difficile de donner un ROI direct. Il y a un ROI certain quand on travaille et qu'on fait des évolutions sur des interfaces qui sont déjà en production. Quand on fait des tests utilisateurs sur des environnements en conception, sur des protos, c'est très difficile de donner un ROI, mais on se rend compte que ça fluidifie et ça apporte une véritable valeur supplémentaire une fois que la mise en production est faite sur ces différentes interfaces. Donc oui, ça apporte un bénéfice. Si on regarde un petit peu maintenant l'organisation et la structure un peu des équipes UX en entreprise, on se rend compte qu'il y a une grosse partie plus de 55% aujourd'hui des équipes UX qui sont transverses à tous les produits et les supports. Et on voit qu'il y a une part de près de 28% des équipes qui sont dédiées par produit ou par support. Et ça, c'est quelque chose qui a un petit peu tendance à augmenter avec la mise en place de feature team où vraiment on est en mode équipe resserrée sur des méthodologies agiles et ça suit un petit peu le développement de ces nouvelles méthodologies. On voit qu'il y a une propension assez importante à développer ces briques-là. Si on fait un petit focus maintenant sur la partie l'évolution des demandes en UX Research, alors on est très content de voir aussi ces graphiques-là. En 2019, on voit qu'elle avait augmenté pour quasiment 82% des sondés. On est toujours sur une augmentation de 50% en 2020. Donc, on voit vraiment une véritable tendance à l'évolution et à la mise en place de l'UX Research dans les entreprises. Donc, c'est une tendance qui est vraiment intéressante. On verra si elle se confirme sur l'année 2021. A priori, au regard de notre activité et même si on n'est pas forcément représentatif de la totalité du marché, on sent que c'est une vraie tendance de fond sur le marché de l'UX. Alors, les principaux sujets du UX Research et les principaux sujets de test aujourd'hui qui sont remontés. Alors, le podium ne change pas. Assez classiquement, nos clients testent de manière préférentielle du site web, du site mobile, de l'app. Jusque-là, ça semble plutôt naturel et facilement entendable. On voit qu'il y a une augmentation importante de nouveaux types de tests. Et donc, par exemple, du test de produit, vraiment sur la perception, compréhension de l'offre, perception du produit vraiment en lui-même, sur du service client où on va tester du SVI, on va tester du call center, c'est des choses qu'on faisait moins par le passé, des campagnes marketing et de l'email, c'est des choses qu'on fait de plus en plus, de l'IoT. Donc, il y a une véritable une tendance à élargir aujourd'hui l'UX Research sur d'autres secteurs qui sont autres que les secteurs traditionnels qui étaient de l'interface digitale.
Dernier point, juste peut-être une précision. Je crois pas me tromper si je dis qu'on n'a fait aucun test sur tablette l'année dernière. Principalement sur smartphone et sur desktop. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Quelques infos sur la fréquence de réalisation des tests. Alors, il y a une donnée qui est intéressante, c'est qu'on voit qu'il y a plus de 58% aujourd'hui des sondés qui font au moins un test par mois, dont notamment près de 19% qui font plus d'une fois par semaine, voire même 6% une fois par jour. Donc, on voit une manière différente de faire de l'UX Research où nos clients sont moins dans une démarche, et les sondés nous sont moins dans une démarche où on attend d'avoir une grosse étude trimestrielle, semestrielle, où on va faire une évaluation très globale. On sent vraiment une tendance à de l'itération sur du petit test, ce qu'on préconise, et qui permet du coup d'avoir vraiment une agilité dans l'amélioration des interfaces. Et le corollaire à côté, c'est on met en regard en fait la fréquence des tests utilisateurs avec la fréquence d'actualisation des interfaces suite à des tests. Et on se rend compte que on voit qu'il y a beaucoup plus de tests que d'actualisation et de mise à jour des interfaces. Ça matérialise quoi cette information? Ça matérialise le fait que on a de plus en plus de clients qui sont aussi dans une démarche d'évaluation en phase d'idéation, où on est beaucoup sur du prospectif et pas forcément adossé à une interface. Et donc ça, c'est des types de tests utilisateurs qu'on a tendance à généraliser un peu plus pour beaucoup de nos clients. Si on regarde maintenant un petit peu la répartition des différentes méthodes de test, là, il y a une grosse tendance, il y a une grosse évolution naturelle qui s'est faite. Elle est liée aussi au contexte Covid. On était l'année dernière en tête du podium sur du test à distance, en présentiel, du test en présentiel, pardon. On voit que cette année, sur 2020, forcément, mécaniquement, le présentiel a bien diminué et qui a été repris par du coup l'interview à distance modérée, le sondage, l'UX benchmark et des tests à distance non modérés. L'A/B testing était l'année dernière très très élevé. Il a tendance à diminuer sur l'année 2020. Mais les éléments principaux qu'on voit, et l'enseignement assez naturel, c'est que cette partie-là a diminué. Ce qui est intéressant de noter, c'est que pour près de 60% des sondés, ils nous disent finalement les nouvelles méthodes que le contexte Covid nous a imposées sont des méthodes qu'on va pérenniser à l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose qui est un indicateur assez important pour nous aussi dans la manière dont on va construire l'offre et le produit. Et on regarde un petit peu les principales évolutions dans le secteur de l'UX. Qu'est-ce que vous estimez, vous, être les principales tendances qui vont arriver dans les 5 prochaines années? Bon, ça nous rassure, on est dans la bonne direction. C'est la partie intelligence artificielle, toute la partie cross-device, expérience omnicanal. C'est des marronniers qui sont très importants, et on le voit nous, dans les différents types d'études qu'on est en train de mener. La partie commande vocale, qui sont aussi des tests importants, et toute la partie automatisation. Donc l'automatisation est très liée à la partie intelligence artificielle. Donc voilà un peu les sujets principaux qui sont remontés par les sondés sur les tendances à venir dans le marché du UX Research. On va laisser maintenant, on va poser quelques questions à Thomas. Donc petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là au début. Donc Thomas nous fait la gentillesse de nous donner un petit peu de son temps ce matin. Ce que je te propose, Thomas, c'est peut-être te présenter en 2 petites minutes, et ensuite on te posera quelques questions sur ta manière de gérer un petit peu la partie product chez TF1 et l'UX Research. Avec plaisir. Donc merci pour l'invitation, Nico. Donc moi je suis CPO, donc ce qu'on appelle Chief Product Officer, directeur produit, principalement de MyTF1, qui est le navire amiral des produits digitaux chez nous. On en a plusieurs autres, mais c'est principalement sur ce produit-là que je vais vous faire un petit rex rapide sur mon rôle au sein de l'organisation en tant que CPO. Et voilà, donc on peut... Désolé, excuse-moi de t'avoir coupé, Thomas. Vas-y. Si on avait 3 questions principales à te poser, c'était pour TF1 et pour toi, quelle est ta vision aujourd'hui du product management? Ouais. Bon, vaste question, il va falloir faire court parce qu'il nous reste que quelques minutes, mais moi j'ai
en général, j'ai tendance à dire, parce que c'est un métier assez nouveau et surtout dans les grandes entreprises, dans les grandes organisations, il n'y a pas encore beaucoup d'historique sur ces métiers-là et sur les méthodos appliqués. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a deux temporalités dans notre fonction et dans notre rôle. Il y a une temporalité long terme et une temporalité court terme. Le long terme, c'est le build, c'est construire la stratégie produit. Bon, moi, je suis pas un devin, j'ai pas une boule de cristal, donc à 12 mois, c'est déjà pas mal. Et ensuite, c'est découper cette vision-là. Donc, on utilise depuis maintenant 1 an et demi une méthodologie OKR dans l'organisation pour justement se fixer des jalons à 3 mois, 6 mois. Donc ça, je dirais que c'est la partie stratégie. La deuxième grande temporalité, donc le court terme, le présent, c'est l'agilité. On est aujourd'hui en Scrum depuis maintenant quasiment 2 ans. Et l'idée, c'est de faire de l'amélioration continue, du test and learn au fil de l'eau et vraiment d'intégrer ça dans le delivery agile. D'un point de vue un peu plus global, moi je dirais que ce qu'on attend de moi, c'est pas de trouver des solutions toutes faites, c'est déjà d'identifier les problèmes, de les qualifier, ça nous prend déjà énormément de temps, et ensuite de tester des hypothèses. Et là, évidemment, je fais le lien avec ce que propose TestAPIC, ça fait maintenant plusieurs années qu'on bosse ensemble. Pour tester ces hypothèses, moi j'ai besoin de data et j'ai besoin de confirmation pour éviter les biais, et c'est là où le test utilisateur peut être très utile. Ok, super. Comment, bon, tu as répondu aux deux premières questions là, dans ta première réponse. Dans, dans la manière dont l'UX et l'UX Research est perçu dans ta direction, est-ce que tu as eu besoin de faire de l'évangélisation sur la valeur potentiellement de l'UX? Et est-ce que ça s'est fait naturellement avec la mise en place de tes nouvelles méthodes sur la partie produit et notamment avec l'agilité? Alors, ça ne s'est pas fait naturellement. Ça nécessite un travail d'évangélisation, de pédagogie incessant. Les freins en interne, vous en avez à tous les étages de la maison. Vous avez des gens qui y croient, d'autres qui y croient moins. Enfin, moi, ça fait quand même maintenant plusieurs années, pour pas dire plusieurs décennies, mais en tout cas, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. J'ai fait 20 ans dans le digital. J'ai toujours eu des pros et des anti-études, anti-quali, anti-quanti ou pro-quali, pro-quanti. Clairement, aujourd'hui, l'UX est vu comme quelque chose d'incontournable à TF1. Je dirais que ça fait maintenant 2-3 ans que ça a été placé au cœur de notre stratégie. Euh, c'est un peu le bras armé, moi j'ai envie de dire, du product management. D'ailleurs, ce que j'ai fait il y a 3 ans, c'est de réunifier au sein d'une même team les compétences UX et les compétences product management. Donc voilà, ce travail, oui, jusqu'au niveau COMEX, il faut toujours défendre la légitimité de ses actions. Moi, j'ai tendance à dire que je ne suis pas le représentant uniquement de mon équipe quand j'ai l'occasion d'aller pitcher en COMEX. J'y suis allé encore il y a 2 semaines. Moi, je me suis retrouvé face à Gilles Pélisson, le PDG de TF1, et je me suis posé vraiment comme le représentant de l'utilisateur final. Et je ne fais rien de plus que dire, moi, je suis là autour de la table pour vous dire, oui, il y a des inside business. Évidemment, quand vous avez un DAF et un board autour de vous, vous voyez bien que l'inside business, il va être plutôt très, très fort et il risque même de déséquilibrer un petit peu la balance quand il faut faire des arbitrages versus des enjeux pour l'utilisateur final. Donc moi, j'ai cette casquette-là, c'est de dire, bah, regardez, nous, on a été chercher du feedback auprès de nos utilisateurs et c'est ça aussi qu'il faut mettre dans la balance quand on va faire nos arbitrages et nos choix produits pour demain, quoi. Ok, très clair. J'ai une petite question complémentaire. Aujourd'hui, les différentes méthodologies du X Research que vous utilisez, est-ce qu'elles ont évolué dans le temps ou pas? Ouais, alors ce qui est intéressant, nous, c'est que on est passé, quand je reparlais des temporalités, il y a encore 3-4 ans, on était vraiment dans cette logique de refonte. C'est-à-dire qu'on faisait un init de projet un peu global. Je vais refondre l'app MyTF1, je vais refondre le site web, je fais évoluer l'interface sur Freebox. Et bah, vous vous en souvenez, hein, Sébastien et toi, Nicolas, en général, on sollicitait TestAPIC et puis on se lançait dans le grand chantier un peu en V. Allez, on a 3 mois pour la phase de discovery. On va faire un test utilisateur. On va aller voir nos patrons et on va leur dire on est les meilleurs élèves de la classe puisqu'on a fait toutes les bonnes étapes pour faire une refonte. Je dirais
cette méthode-là, elle est en train d'évoluer vers de l'amélioration continue. Et de se dire aujourd'hui, un test utilisateur, il est vraiment intégré dans le delivery agile. Je n'ai plus besoin des séquences que j'avais précédemment, discovery, conception, implémentation. Là, je suis vraiment dans l'idée du lean startup. On est vraiment rentré aujourd'hui dans une démarche un peu industrielle. OK. C'est là aussi où vous, votre rôle à jouer, vous en avez parlé ce matin, c'est hyper important pour nous parce qu'on est à ressources limitées, hein, faut pas se leurrer. On n'a pas des équipes, on n'a pas des armées du UX dans nos équipes, donc on a besoin d'outils qui nous permettent d'industrialiser ces mises en place d'études. Là-dessus, c'est la clé pour qu'on en fasse quelque chose qui soit du domaine du normal et non pas de l'exceptionnel. Au niveau des feedbacks utilisateurs. Évidemment, il n'y a pas que TestApic. Nous, on s'est outillé avec des outils comme Usabila. Tu parlais de NPS, ben, on utilise un Usabila. On s'est outillé avec des logiciels qui nous permettent de faire des démos et des protos, les ProtoPie, les Marvel, les Zeppelin. Tous ces outils nous ont permis vraiment de rendre agiles nos phases de conception. C'est ce que j'appelle la stratégie by design. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment, je le dis en toute transparence, c'est un peu mon bras armé. C'est-à-dire que j'ai vraiment des structures de product manager, des compétences de PM, mais ces compétences UX et ces livrables et ces prototypes sont vraiment mon bras armé pour aller pitcher les produits. Et le test utilisateur en fait partie pour qu'on ait cette légitimité d'aller proposer ces fameuses hypothèses, quoi. Super, merci. Merci Thomas. Dernière petite question. C'est quoi les ressources aujourd'hui que vous avez sur la partie product et UX et UX Research chez TF1? Si tu prends une organisation comme ITF1 où on va être 130 au global, bon alors là je prends vraiment tout le monde, hein, métier, dito, IT, support. Mon équipe, c'est 10 personnes. Donc c'est des PM, des UX, des UX UI. Donc tu vois, c'est pas à la fois une petite équipe et à la fois ça donne déjà quand même pas mal d'options, mais ça prouve bien qu'on ne peut pas non plus être dans une démarche où on arrête la machine à chaque fois qu'on lance un projet ou une étude. Ouais. Donc faut arriver à concilier les deux. C'est toujours cet équilibre en fait entre le build et le run. Où on crée de la dette sans s'en rendre compte. On crée de la dette produit, on crée de la dette technique, on crée aussi de la dette organisationnelle. Donc c'est à nous de manager ça au fil de l'eau. Et le seul moyen, c'est de s'outiller en fait, et d'avoir des outils qui nous font gagner du temps. Merci Thomas, merci, ça nous éclaire. Plaisir. Très agréable et merci beaucoup pour le temps que tu as bien voulu nous donner. Ça marche, merci à tous. Merci. À bientôt. On va faire une petite transition justement sur la structure des ressources UX, comme Thomas l'a abordé dans la fin de ce petit jeu de questions-réponses. On va essayer d'aller assez vite parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Désolé pour ceux qui avaient des réunions ensuite. Si vous avez encore 10 petites minutes avec nous, ce serait top. On a des petites surprises en fin de présentation. Donc juste quelques mots sur la structure des équipes. Finalement, l'équipe dont Thomas dispose est globalement assez en phase avec le marché aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que la plupart des équipes sont relativement restreintes encore aujourd'hui dans les organisations, malgré ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut se remettre dans le contexte où les répondants tout à l'heure font principalement partie de grandes organisations, des organisations de plus de 1000 personnes. Et pour autant, les équipes du X-Design ou les équipes du X-Research se composent principalement de petites équipes de 1 à 5 dans leur globalité. Et on voit même que la partie X-Research, pour certains, est encore complètement inexistante, en tout cas d'un point de vue pur UX Research. Alors forcément, les UX designers font aussi de la recherche, mais pas forcément avec des rôles dédiés du UX Researcher. Et puis, ce qu'on voit globalement, c'est que, alors ça c'est aussi une bonne nouvelle, on trouve sur le marché, c'est que, alors il est vrai que pour 50%, enfin environ 50% des répondants, le nombre de postes du UX Researcher n'a pas forcément évolué au cours des 12 derniers mois, mais on a quand même plus d'un quart des répondants pour qui ces rôles ont évolué, voire ont commencé à exister. Donc, pour nous, ça va vraiment dans le bon sens par rapport au marché. Si toutefois cette évolution a été ralentie par un certain nombre de phénomènes externes et notamment le Covid, donc on s'est intéressé justement à l'impact du Covid sur la diminution de l'accélération des recrutements, donc la diminution des recrutements. En effet, pour environ un tiers des répondants, 35% précisément, c'est clairement un des sujets qui a
obliger les utilisateurs à ne pas aller trop loin en fait dans la démarche de recrutement sur ces pôles-là. Mais pour autant, on a quasiment un tiers des répondants, 30%, pour qui ça n'a pas du tout eu d'impact. Et clairement, ce n'est pas un des sujets directs de corrélation entre le Covid et cette partie recrutement. Encore une fois, un autre point sur la partie budgétaire désormais. Là où en 2019, lors de la dernière édition du baromètre, on avait plus de la moitié des répondants pour qui les budgets du X avaient augmenté. Clairement, cette année, on voit qu'il y a un tassement de cette accélération. Mais pour autant, on a encore 35% des répondants qui nous disent que oui, les budgets UX ont augmenté cette année et quasiment le même nombre pour lesquels ce sujet n'a pas changé. Et puis un dernier point sur l'évolution des budgets. Clairement, oui, ça peut être une cause, comme je disais tout à l'heure, d'évolution des budgets sur la partie Covid. Je vais essayer d'avancer un petit peu vite pour qu'on ait un petit peu de temps sur la fin de la présentation. On souhaitait, en fait, pour conclure cette première matinale 2021, vous donner quelques awards. Donc, quelques clients qu'on souhaite mettre en lumière ce matin pour différents sujets. Alors, le premier, c'est le groupe Pierre et Vacances Center Parks, alors qui forcément a été impacté sur 2020 et qui continue à l'être cette année, mais qui a fait un gros travail du sponsor pour préparer le terrain. Une fois que la situation va s'améliorer, on est sûr que ça va repartir assez fort. Il y a 48 utilisateurs aujourd'hui sur la plateforme qui utilisent Testapic de façon très régulière, donc on en est ravis. Bravo à vous pour tout le travail qui a été effectué sur l'année dernière et celui qui va arriver encore cette année. Le plus actif ensuite, aujourd'hui, c'est SFR qui nous accompagne, qu'on accompagne depuis plusieurs années désormais, qui fait de nombreux tests. Il y a des gros sujets, la refonte du site. L'idée étant de pouvoir aller encore plus loin sur les démarches d'optimisation, sur les différents canaux, les différents verticaux. On est sur de plus en plus de sujets différents. Donc on est ravis d'accompagner l'ensemble de tous les acteurs telco, d'ailleurs, on travaille avec tous les acteurs aujourd'hui. Le plus gros test qu'on a fait cette année, c'était Galeries Lafayette. Donc, grosse satisfaction, on est d'autant plus content de leur en parler parce que il y a des secteurs qui sont plus ou moins concernés et affectés par le contexte Covid. Galeries Lafayette, on fait partie, donc on est ravis de les présenter et de voir ils se posent beaucoup de questions sur l'UX et donc une étude à 1500 testeurs qui était donc, c'était notre record là sur l'année. Ça faisait beaucoup de data et beaucoup d'insights à traiter, donc bravo à eux pour cette belle étude. Un autre test qu'on souhaitait mettre en lumière, c'est un des partenaires avec lesquels on travaille aussi très régulièrement, Idean, et un test qui a été fait, alors on souhaitait le mettre en lumière parce qu'on était intéressé par l'originalité de la démarche. En fait, ils ont réalisé un prototype qui leur a permis en fait de tester un SBI, un répondeur vocal interactif, et qui permettait de simuler en fait l'interaction avec ce répondeur au travers d'un proto simulé sur le smartphone. Donc, bravo pour l'idée. On voit que c'est un sujet qui est de plus en plus utilisé aussi aujourd'hui, qu'on présente aussi à des clients pour leur donner d'autres idées. On parlait tout à l'heure avec Thomas des interactions qui peuvent exister et les différents dispositifs de test qu'on peut faire. On teste aussi pas mal de choses sur des interactions avec des télécommandes aussi, où on peut simuler des touches sur les télécommandes avec des prototypes pour regarder l'interaction qu'on va avoir avec le téléviseur. Donc, plein de sujets hyper intéressants et innovants qu'on souhaite populariser sur 2021. Et le premier test modéré en remote, c'est avec BP et Rainbow qu'on a fait ces deux tests qui nous ont aidé aussi à baliser un petit peu le périmètre du projet. Donc voilà les deux premiers clients qui ont commencé à élaborer la fonctionnalité avant qu'elle soit disponible pour tous de manière complètement fluide et autonome et automatique dans la plateforme. Il y a de plus en plus de clients qui nous demandent justement de pouvoir lancer ces tests en complémentarité des tests non modérés aujourd'hui. On voit que c'est aujourd'hui une corde supplémentaire à l'arc des possibilités et des outils qu'on souhaite accélérer. Donc, bravo à tous pour ceux qui s'engagent dans cette démarche. On est ravis de pouvoir vous accompagner sur tous ces dispositifs. Et puis un dernier focus sur un de nos clients les plus internationaux, je sais pas, Europcar,
JB, chez nous, pourra vous en parler. Il est ravi d'accompagner l'activité régulière sur tous les différents pays. Clairement, aujourd'hui, comme Nicolas le disait tout à l'heure, on a de plus en plus de clients avec une présence internationale et qui nécessite de pouvoir valider un certain nombre d'hypothèses pour certains sur 2, 3, 4 pays différents avant de passer au stade suivant. Et donc, bravo Europcar pour tous les dispositifs qu'on a pu mettre en place au cours de l'année. Et un dernier point, avant qu'on se quitte, on a souhaité faire un petit best-of des testeurs. Alors, on nous le demande souvent quand on est en rendez-vous, on nous dit vous devez voir des perles un peu pendant vos tests. Oui, c'est vrai, c'est le cas, on voit pas mal de choses. Donc, on vous en a sélectionné 2-3 qu'on souhaitait vous présenter ce matin. Alors, c'est pas exhaustif pour tout le monde. Bien sûr, on ne se moque pas. L'idée, c'est surtout de vous donner un petit côté un peu fun sur la fin de la présentation pour qu'on puisse se quitter dans le jeu de la bonne humeur. On peut choisir les couleurs. Miami Kaki. Miami. Ah ouais. Ah, les publicitaires. Ah, nos publicitaires Parigo, nos marketeurs Parigo. Miami, je viens de comprendre, excusez-moi, je suis un peu fatigué. D'accord, c'est la Miami. Miami Kaki, Miami Gris, Miami Grey, Miami Pop, Miami sans sucre, ils vont la faire tous. Bon, c'est pas grave. Alors. Là, on a vraiment l'impression que puis, ça peut être accrocheur, réduction 74%, ouais, c'est bien. Mais ça veut dire que habituellement, quand vous êtes à taux plein, vous m'arnaquez de 74%. Non, mais je veux dire, je trouve que c'est un peu too much. Et il y a un peu trop d'offres différentes, en fait. Oh, putain, payez-vous un facilitateur. C'est bête d'aller décider les deux vieux de pajama. Oh, l'angoisse, et puis on voit la fille toute floue. Oh, puis elle ne sait pas si elle a dans les cheveux, mais le mec, il sait plus quoi. Trouble de la vision, il a des fleurs dans l'eau, ça doit être drôle, parce que c'est comme s'il était chaviré par l'amour. Alors, c'est à la fois drôle et pas clair, quoi, tu vois, parce qu'il faut quand même faire le lien entre l'amour, la chavire, je vois, papa, on dit bien, voilà, il n'y a plus de sucre dans son petit, dans ses petites cellules de l'endurance, donc il est en train de claquer. Celui-là, franchement, non. Elle est assez claire. Bon, effectivement, de toute façon, on met la famille, une belle photo de famille, avec un beau sourire. Ça, c'est moi, personnellement, il y aura un paysage à préparer. Au contraire, des fois, avoir trop de gros sourires, ça veut dire venez chez nous, on va vous avoir. Bon, bref, ça c'est perso. Et on en a un petit dernier à vous montrer que vous avez peut-être d'ores et déjà vu. Alors, on a fait un test sur pas mal de sites dans les telcos et donc notamment un fameux téléphone à une marque. Vous allez courir. Essayez de trouver un P30. Oui, P30. Ouais. Essayez de trouver un Huawei ES Pro. P30. Essayez de trouver un Huawei P30. Alors, je trouve un Huawei P30. Trouver un téléphone Huawei. Vous souhaitez changer de téléphone? Essayez de trouver un Huawei. Dans la barre de recherche, je vais taper Huawei. Il nous a bien fait rire ce petit extrait. Voilà pour les grandes lignes. On espère que c'était clair. Hop, on espère que c'était clair, que vous avez eu les informations que vous souhaitez. On voulait remercier Sébastien et moi, déjà toutes les équipes pour le travail qui est fait, pour leur motivation. Un grand merci Thomas de nous avoir donné un petit peu de ton temps. Et merci à tous nos clients qui nous font confiance. Et puis, on a hâte de vous présenter toutes ces nouveautés et vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on aura à vous proposer sur 2021.
Voilà. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.